Ils ont fui leur tente en pleine nuit, pieds nus, dans la neige, par moins 30 degrés. Certains avaient le crâne fracturé, d'autres des côtes brisées comme sous l'effet d'une force invisible, et l'une des victimes n'avait plus de langue. Pendant des semaines, personne ne comprenait. Aujourd'hui encore, ce qui s'est réellement passé sur cette montagne de l'Oural reste l'un des mystères les plus troublants du XXe siècle. Bienvenue sur Shadow of History. Hiver 1959, Union soviétique. Dans la région reculée de l'Oural Nord, 9 randonneurs expérimentés s'enfoncent dans un territoire hostile, presque inhabité. Le froid y est extrême, les tempêtes peuvent surgir sans prévenir, et pourtant, pour eux ce n'est pas une première. Ils sont jeunes, mais hautement qualifiés. Leur expédition est officiellement enregistrée, classée catégorie 3, le plus haut niveau de difficulté. Leur chef, Igor Dyatlov, est étudiant en ingénierie, méthodique, prudent, respecté. Chaque membre du groupe a déjà affronté des conditions similaires, ils savent exactement ce qu'ils font, et c'est précisément ce qui rend la suite incompréhensible. Le groupe quitte Sverdlovsk fin janvier. Très vite, l'un des membres tombe malade et fait demi-tour. Un simple contretemps, un détail presque insignifiant, mais ce détail fera de lui le seul survivant. Les 9 autres poursuivent leur progression. Ils avancent à ski, transportent leur matériel, notent chaque journée dans leurs journaux. Ils prennent des photos, on les voit sourire, se reposer, rire dans la neige. Rien ne laisse imaginer que quelques jours plus tard, tout basculera. Le 31 janvier, ils atteignent une zone boisée au pied des montagnes. Ils y laissent une partie de leur équipement pour alléger leur ascension. Le plan est simple, monter, atteindre leur objectif, puis redescendre, récupérer le reste. Tout est organisé, tout est logique. Mais le 1er février, quelque chose change. La météo se dégrade, le vent se lève, la visibilité diminue, le groupe dévie légèrement de son itinéraire et se retrouve sur les pentes du Kolatsiakl, la montagne de la mort, un nom ancien, issu de la langue mansi. Une montagne associée, depuis longtemps, à des récits sombres. Ce jour-là, ils décident d'y installer leur camp. Et c'est là que tout devient étrange. Au lieu de redescendre vers la forêt, plus protégée, ils plantent leur tente en pleine pente, exposée au vent. Pourquoi prendre un tel risque ? Certains pensent qu'ils voulaient s'entraîner en conditions extrêmes. D'autres évoquent une erreur de navigation, mais aucune certitude. Le groupe s'installe. Ils mangent, écrivent, se reposent, puis la nuit tombe. Et avec elle, quelque chose que personne ne peut encore expliquer. Dans les heures qui suivent, quelque chose se produit. Quelque chose de suffisamment terrifiant pour les pousser à agir contre tout instinct de survie. Ils coupent leur tente, de l'intérieur, pas l'entrée, la toile elle-même, comme s'ils n'avaient pas le temps de sortir normalement, comme si chaque seconde comptait. Ils fuient, sans manteau, sans chaussures, certains en sous-vêtements, dans une obscurité totale, par un froid capable de tuer en quelques minutes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut provoquer une telle panique chez des randonneurs aussi expérimentés ? Et surtout, qu'ont-ils vu ou entendu pour abandonner toute logique, en quelques secondes seulement ? Si ce dossier vous intrigue, abonnez-vous à Shadow of History pour découvrir les prochains secrets du passé. Le 26 février, après des jours de recherche, les secours découvrent la tente. Elle est à moitié recouverte de neige, mais toujours en place. À l'intérieur, tout est intact. Les affaires, les bottes, les vêtements chauds, rien ne semble avoir été emporté, comme si le groupe avait fui volontairement, mais dans l'urgence absolue. À l'extérieur, des traces de pas. 9 personnes, marchant calmement. Au début, pas de course, pas de lutte. Puis, progressivement, les traces disparaissent dans la neige. Les secouristes les suivent jusqu'à la lisière de la forêt. Et là, ils font une première découverte. Sous un grand cèdre, 2 corps, presque nus. Leurs mains présentent des brûlures, comme s'ils avaient tenté d'allumer un feu, désespérément. Les branches basses de l'arbre sont cassées jusqu'à plusieurs mètres de hauteur, comme si quelqu'un avait essayé de grimper pour observer quelque chose. Mais quoi ? Plus loin, 3 autres corps sont retrouvés, entre l'arbre et la tente, positionnés comme s'ils tentaient de revenir, un par un, tombés dans la neige avant d'y parvenir. Le froid les a emportés, mais l'histoire ne s'arrête pas là, car les 4 derniers restent introuvables pendant des semaines. Et lorsque les secours les découvrent enfin, le mystère prend une autre dimension. Ils sont dans un ravin, sous plusieurs mètres de neige, et leurs blessures ne ressemblent à rien de connu. L'un a le crâne fracturé,
2 autres ont des côtes broyées avec une violence extrême. Des blessures comparables à un choc automobile, mais sans traces externes correspondantes. Pas de coupure, pas d'impact visible, comme si la force venait de l'intérieur. Et puis, il y a ce détail troublant, l'une des victimes n'a plus de langue, ni ses yeux. Certains corps présentent également l'absence de tissu mou, décomposition naturelle accélérée par les conditions extrêmes ou autre chose. Autre élément étrange, des traces de radioactivité sont détectées sur certains vêtements. Comment expliquer cela? En pleine montagne isolée. L'enquête soviétique s'ouvre. Des dizaines de témoins sont interrogés. Certains rapportent avoir vu des lumières oranges dans le ciel, la nuit du drame. Des phénomènes lumineux inexpliqués. Des sphères se déplaçant lentement au-dessus des montagnes. Simple illusion ou activité militaire secrète? Très vite, les autorités referment le dossier. La conclusion officielle, une force naturelle irrésistible. Sans autre explication, sans responsable, le dossier est classé. Et pendant des décennies, le silence s'installe. Mais les questions, elles, ne disparaissent pas. Avalanche? C'est l'hypothèse la plus souvent avancée. Une plaque de neige aurait pu se détacher, provoquer une panique soudaine. Le groupe aurait fui par précaution. Mais plusieurs éléments contredisent cette théorie. La pente est relativement faible. La tente n'a pas été ensevelie. Et surtout, les traces de pas montrent une descente organisée, pas une fuite chaotique. Expérience militaire? Des tests d'armes auraient-ils été menés dans la zone? Les lumières observées, la radioactivité, le secret des autorités, tout semble alimenter cette piste, mais aucune preuve officielle n'a jamais confirmé cette hypothèse. Infrason? Certains suggèrent que le vent, en passant sur la montagne, aurait généré des fréquences capables de provoquer une panique incontrôlable, une peur irrationnelle, assez forte pour faire fuir n'importe qui. Mais là encore, rien de concluant. Chaque hypothèse explique une partie de l'histoire, mais aucune ne l'explique entièrement, et c'est ce qui rend cette affaire si dérangeante, car tout, dans cette expédition, suggère des décisions rationnelles. Sauf cette nuit-là, une seule nuit, quelques heures, et 9 personnes expérimentées prennent une série de décisions qui les condamnent. Alors, que s'est-il réellement passé? Ont-ils été confrontés à quelque chose de visible ou à une menace qu'ils ne pouvaient pas comprendre? Et si vous aviez été à leur place, auriez-vous quitté cette tente? Dans les années récentes, de nouvelles enquêtes ont été ouvertes. Des simulations numériques ont été réalisées. Certaines concluent à une avalanche atypique, combinée à des conditions extrêmes. D'autres reconnaissent que des zones d'ombre persistent, car malgré les avancées scientifiques, certains détails restent inexpliqués. Les blessures internes, la dispersion du groupe, le comportement initialement calme, puis fatal, et ce sentiment persistant qu'il manque une pièce au puzzle. Aujourd'hui encore, le col Dyatlov attire chercheurs, curieux et passionnés. Certains s'y rendent pour comprendre, d'autres pour ressentir. Car sur cette montagne, quelque chose semble toujours présent, un silence particulier, une tension invisible, comme si l'histoire ne s'était jamais vraiment terminée. Certains témoins modernes affirment encore ressentir un malaise inexpliqué en approchant la zone. D'autres parlent d'un vent étrange, presque oppressant, même en plein jour. Coïncidence? Suggestion? Ou simple poids de l'histoire qui continue d'imprégner les lieux? Et si le vrai mystère était ce que cette histoire révèle sur nos limites face à l'inconnu? Car parfois, ce ne sont pas les réponses qui disparaissent, mais notre capacité à les comprendre, comme si certaines vérités devaient rester enfouies. Sous la neige, avec eux. 9 noms, 9 visages, 9 destins figés dans la nuit glaciale. Et une question, toujours sans réponse. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour explorer l'histoire autrement. Likez et partagez-la avec un ami passionné de mystères. Et si vous voulez aller plus loin dans les mystères interdits, la prochaine vidéo que je vous recommande est celle-ci. C'était Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues et où les mystères restent toujours vivants. À tout de suite pour une nouvelle vérité.